Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, ces entreprises qui manquent de moralité et qui freinent les transitions, tout un débat qu'on va partager ici avec vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Benoît Biteau. Bonjour. Éleveur. Oui, paysan aussi en grande culture, agronome de formation et député écologiste au Parlement européen. Je suis d'ailleurs premier vice-président de la commission agriculture et développement rural. Et ça tombe bien, à tes côtés, puisqu'on se connaît, on va se tutoyer. Karine Jacquemart. Bonjour Karine. Bonjour. Directrice générale de Foodwatch. Foodwatch, c'est C'est une association 100% indépendante, contre-pouvoir citoyen pour une alimentation saine, durable et abordable. à ma droite, Manon Pisani. Bonjour Manon. Bonjour. Trésorière adjointe des jeunes agriculteurs. Voilà. Et puis, agricultrice où et en quelle production? Alors, fille d'agricultrice dans le Tarn-et-Garonne, femme d'agriculteur des Pyrénées-Atlantiques, en cours d'installation sur un élevage de porcs. Et à ma droite, Dominique Malaverne, qui est maire de Seigne dans le Lot, mais aussi... Bonjour Jean-Paul. Écoute, moi j'ai l'habitude de dire que j'ai 3 métiers. Je suis donc élu, maire d'une petite commune du Lot. Je suis vice-président de la communauté de communes Causse et Vallée de la Dordogne, nord du Lot. Je m'occupe notamment du projet alimentaire de territoire. Voilà, ça c'est mon premier métier. Deuxième métier, je suis un peu éleveur avec mon épouse. Nous avons un troupeau de bovins très rustiques de race auroch reconstituée. C'est très particulier. Très particulier. Et d'ailleurs, tu dis même pas éleveur, tu dis cueilleur de viande. Voilà, je me baptise cueilleur de viande, exactement. Et troisième métier, j'enseigne en lycée agricole. Bon, ça te permet d'avoir comme ça une vision horizontale. Karine, alors sur TV Agri, tout est bon à dire. Hein. C'est quoi ces entreprises qui manquent de moralité dans notre secteur ? C'est surtout les grosses multinationales, je dirais. On a 70-75 qui vraiment ont un contrôle du marché qui est, avec la grande distribution qui est presque effrayant, tellement ils influencent. Du coup, ce marché, ils le façonnent. Et à Foodwatch, on passe l'année à traquer les pratiques abusives de ces entreprises et malheureusement on en trouve beaucoup. Alors ça part des informations qui induisent les consommateurs en erreur sur les emballages ou par exemple la shrinkflation, comme vous vous rappelez, c'est la réduction des formats en catimini tout en augmentant le prix au kilo ou au litre. Je pense que dans le cadre de l'inflation, les gens n'ont vraiment pas besoin de ça. Et il y a beaucoup trop de règne de la désinformation dans les rayons, donc on se bat pour de la transparence, mais ça va aussi jusque parfois à des fraudes, des scandales alimentaires. Donc Foodwatch a porté plainte en 2022 contre Nestlé suite à l'affaire Buitoni, puisqu'il y avait eu des contaminations très graves, E. coli, avec y compris 2 enfants morts. Je ne veux pas jouer sur les peurs, mais ça ramène à la responsabilité de l'entreprise, ça ramène à la responsabilité de l'État aussi. On avait aussi porté plainte dans l'affaire Kinder, donc contre Ferrero. Et là, la semaine dernière, on a déposé une plainte contre Nestlé puisqu'il est avéré qu'eux et une autre entreprise ont donc utilisé des filtres illégaux sur de l'eau minérale. Et surtout, plus largement, ça veut dire qu'on est face à un système qui est fou. Là, la contamination de l'eau, donc on a une industrie agroalimentaire qui contamine et qui détruit le vivant et qui contamine les sols et les nappes phréatiques. Du coup, on se retrouve avec des eaux minérales dont manifestement qui sont contaminées alors qu'elles devraient être pures. Et comme elles sont plus pures, on les filtre illégalement tout en se croyant au-dessus des lois parce qu'on s'appelle Nestlé. Donc c'est ça qu'on dénonce. Et enfin, des pratiques abusives sur les prix. Puisqu'aujourd'hui, ce système, il met au bord de la route, en fait, il jette dans la précarité une agricultrice, un agriculteur sur 5. Il jette dans la précarité des millions de personnes qui aujourd'hui ne peuvent plus se nourrir ni avec 3 repas par jour et encore moins en qualité. Et on en appelle à leur responsabilité et on demande à l'État d'être beaucoup plus transparent sur les marges que font ces entreprises qui ont profité de l'inflation, ce qu'on a démontré. Et on a lancé une pétition pour demander cette transparence sur les marges et surtout, repermettre que les prix et les marges sur les produits les plus sains, comme les fruits et légumes, ne soient pas abusifs, parce qu'aujourd'hui, ça crée de la précarité, mais ça crée aussi des problèmes de santé, et c'est la société, ce sont les contribuables qui payent, c'est ce qu'on appelle les coûts cachés. Donc il faut remettre ce système à plat. Les entreprises ont une responsabilité, la grande distribution aussi, et il faut que l'État, dans une certaine mesure, mette aussi des règles du jeu qui permettent de protéger ce qui est le minimum, c'est-à-dire le droit fondamental à une alimentation saine, choisie, durable, abordable, et la protection de l'environnement. On ne demande pas la lune, mais simplement la protection des droits fondamentaux. Karine, j'ai plein de questions à vous poser. Ces tromperies, est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est marginal? Quand vous mettez la main dans le panier, à chaque fois, vous gagnez ou pas? En fait,
En fait, malheureusement, oui. J'aimerais vous dire que non. Et je ne veux pas jeter l'opprobre sur toutes les entreprises. C'est aussi pour ça qu'on demande de la transparence. Parce que s'il y avait plus de transparence sur les pratiques abusives, sur les marges que font les uns et les autres, alors les entreprises qui sont de bonne foi sortiraient du lot en montrant qu'elles sont de bonne foi. Le problème, c'est que là, on est dans un marasme d'un système où, dans les supermarchés, déjà, vous avez 70% des produits qui sont des produits ultra transformés. Et oui, dès que vous cherchez un peu une embrouille, vous la trouvez. C'est pas normal. Moi, je préférerais ne pas la trouver. Mais c'est le cas. Et sur cette histoire de prix, ça fait quand même des mois qu'on voit les géants de la grande distribution et les géants de l'industrie agroalimentaire se dire c'est pas moi, c'est l'autre, je ne profite pas de l'inflation. Et moi, je passe mon temps à leur dire mais écoutez, dans ces cas-là, soyez transparents. Si vous êtes de bonne foi, vous serez d'accord pour être transparent et nous expliquer que vos marges, elles couvrent la hausse des coûts de production, mais pas plus, que vous ne faites pas de surmarge. Or, ce n'est pas les infos qu'on a sur les produits les plus sains. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent qu'ils se cachent en fait derrière leurs petits doigts et qu'ils ne font rien. Donc cette transparence, s'ils étaient honnêtes, ils devraient l'accepter. Donc, mais que fait la France? Mais que fait le gouvernement? Mais que fait l'Europe, Benoît? Alors oui, on pourrait se poser la question. Moi, j'avais peut-être un autre angle d'attaque que celui de Karine, mais qui n'est pas plus reluisant. C'est le cynisme avec lequel, par exemple, des grandes entreprises agroalimentaires ont profité de la crise en Ukraine pour faire de la spéculation sur les denrées alimentaires. C'est les mêmes en vérité. Et alors qu'il n'y avait pas de problème de pénurie de quantité, ils se sont autorisés à faire de la spéculation. Et une entreprise comme Cargill, qui a 125 ans, n'a jamais fait autant de profit qu'en 2022 et 2023. Donc c'est dire le cynisme de ces gens-là. Et alors que tout le monde parle de solidarité, ces logiques spéculatives a mis encore plus dans la précarité alimentaire les clients historiques de l'Ukraine. Je pense à l'Égypte, je pense à l'Afrique du Nord. Et donc c'est d'un cynisme sans borne, c'est-à-dire qu'au motif qu'ils avaient une opportunité spéculative, ils ont accepté que des gens meurent de faim. Et pour aller sur le deuxième point, sur le fait que ces logiques-là freinent aussi les transitions, on nous a raconté un récit de pénurie alimentaire qui remettait en selle des logiques extrêmement productivistes qui sont à l'exact opposé de ce qu'on doit attendre en termes de transition. C'est-à-dire qu'on a commencé à nous dire il faut retourner les jachères pour continuer de produire et produire encore plus, alors qu'en vérité, on n'était pas du tout sur des logiques de pénurie. Et produire plus, c'était amplifier encore plus la spéculation et la menace, et la menace de ces gens-là. Alors qu'il faut au contraire faire le constat que ces logiques de spécialisation de zones de la planète, quand on a un incident climatique, quand on a un incident géopolitique comme en Ukraine, nous a rendus extrêmement vulnérables. Et que cette vulnérabilité, elle est bien sûr sur le prix, bien sûr pour ceux qui mangent, mais aussi en termes de sécurité alimentaire. Mais Benoît, tu n'as pas répondu à ma question. Et sur que fait l'Europe? Vous décidez de mettre des amendes et c'est réglé, enfin ça. Oui, mais aujourd'hui, on n'en a pas la possibilité. C'est bien dommage. C'est-à-dire que, et c'est là peut-être où la majorité de ceux qui décident en Europe sont défaillants. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on avait porté l'idée que ces entreprises-là soient taxées sur les super profits. Et on n'a pas réussi à montrer que c'était utile de taxer sur les super profits pour deux raisons. Parce que si la taxe existe, ça peut juguler un peu leur tempérament spéculatif et être dissuasif. Et si ce n'est pas dissuasif, on récupère des super profits et on peut alimenter des logiques de solidarité. Ouais, mais si vous taxez sur les fraudes, c'est déjà bien. Oui, mais aujourd'hui, et ça rejoint ce que dit Karine, c'est que on a du mal à identifier les fraudes parce que tout ça est très bien organisé. Le sport favori de l'être humain, c'est de savoir contourner la loi. Et donc, ces fraudes, elles ne sont pas aussi évidentes que ça. On les découvre ensuite par les résultats économiques, par les logiques spéculatives qui en découlent. Mais au moment où elles se mettent en place, c'est à ce moment-là qu'il faudrait pouvoir taper, parce qu'une fois qu'elles sont installées, il est souvent trop tard par rapport à des enjeux de souveraineté alimentaire. Manon, on en pense quoi chez les jeunes agriculteurs? On en pense que la souveraineté alimentaire, c'est quand même une priorité. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger ni oublier dans la construction de nos politiques. Là où je rejoins les deux intervenants précédents, c'est que
Aujourd'hui, on ne peut pas mentir aux consommateurs. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, et qui, pour jeunes agriculteurs, n'est pas acceptable. Nous jouons, nous les agriculteurs français, le jeu de la transparence. On essaie d'être le plus vertueux possible sur tous les sujets. Nous ne sommes absolument pas fermés aux transitions qui sont nécessaires. Enfin, on s'en rend quand même bien compte. Le climat change, le monde dans lequel on vit n'est plus le même. Et ce que je constate et ce que j'espère, c'est que aujourd'hui, je ne produis absolument pas comme mes parents produisaient, tout comme ils ne produisaient pas comme leurs parents produisaient. Et demain, j'espère que mes enfants ne produiront pas comme moi je veux produire actuellement. Tout simplement parce qu'il faut, et nous en sommes capables, c'est une des facilités quand même qu'a le monde agricole, de pouvoir s'adapter et de pouvoir changer. Ceci dit, les transitions, ce sont des moments longs qui s'anticipent et ça demande, le temps d'adaptation. Tout ne se résout pas à un coup de baguette. Non, mais vous êtes dans la transition. Christophe Brusset, qui devait être avec nous là, mais je le remercie, mais il n'a pas pu se connecter, a travaillé dans l'industrie agroalimentaire, a publié de nombreux livres en expliquant que lui, son boulot, à Christophe, il avait été embauché, lui, pour faire de la qualité. Et il s'est rendu compte que dans les industries agroalimentaires dans lesquelles il était embauché, par exemple, on lui demandait d'acheter ou bien de remplacer du lait par de l'eau, parce que ça coûte moins cher. Quand il devait acheter du jambon pour mettre dans des croque-monsieur, on broyait du jambon, on lui demandait quel goût de jambon tu veux, Christophe. Et il disait un jambon qui a un goût de jambon. Il dit non, on a du goût fumé, on a différents goûts. Et puis éventuellement, on va te remettre un arôme de jambon. Mais c'est incroyable. Toi, Manon, qui fais du porc, tu livres du porc à des industries qui le broient et qui vont remettre de l'arôme de jambon. Comment tu peux accepter de vendre à ces personnes? Alors, comment je peux accepter à aujourd'hui, c'est pas non plus 36 000 solutions pour la commercialisation de mes produits. Ceci dit, je défends quand même le goût du vrai. Moi, je pense que on peut faire des choses simples, mais ça demande, aujourd'hui en tout cas, une certaine habitude. Et ce que je remarque, c'est que le consommateur, il a perdu sa habitude. Il a perdu l'habitude de cuisiner, alors pour différentes choses. Il n'a plus le temps, il ne veut pas le prendre, enfin je sais pas, et je ne me permettrai pas de juger les causes. Mais la question de l'éducation à l'alimentation est quelque chose d'hyper important, et chez Jeunes Agriculteurs, c'est quelque chose qu'on met en avant et qu'on soutient depuis maintenant longtemps, puisque on voit bien que plus la durée entre l'élevage où la production et la consommation est réduite et où le nombre d'intermédiaires est le plus restreint, oui. Mais ça ne peut profiter qu'à l'agriculteur et aux consommateurs. Moi, c'est quelque chose que je défends. Ceci dit, je suis aussi consciente que tout le monde ne pourra pas commercialiser ses productions en vente directe. On vit dans un monde ouvert et ça me paraît bien compliqué. On va donner la parole à Dominique. Alors, Dominique, toi, tu fais de l'Oroc, tu es cueilleur de viande. Tu fais de très belles marges, il faut le dire, hein, des résultats économiques qui sont excellents. Certaines années, ils récoltent, d'autres années, ils ne cueillent pas, on va dire comme ça. Ça dépend en fait un peu de la pousse. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que toi, tu as fait une filière ultra courte, qui n'est pas généralisable certainement. Alors, je viens d'entendre parler de simplicité. Moi, c'est le message que j'aimerais faire passer. Revenons à des choses simples. Moi, j'élève des animaux, des rustiques, de race Oroc. Pas de bâtiment, pas d'achat d'aliments. Alors, j'ai de l'espace et je prends du temps. C'est-à-dire que mes animaux mangent de l'herbe, des feuillus, des ligneux. Je n'abats des animaux au bout de 4 ans. Mais si on fait le bilan, ils m'ont rien coûté, ces animaux. Ils vont s'engraisser naturellement au bout d'un certain temps. Les produits que je fabrique, donc 4, 5 ingrédients, point. Je fais un saucisson avec de la viande de bœuf, un peu de viande de porc, du sel, du poivre, un petit peu de vin rouge, point. Ouais, c'est pas des formules à la génétique, voilà. Et puis tu as juste des frais vétérinaires. Revenons à de la simplicité dans les modes de production, dans les modes de transformation, dans nos systèmes alimentaires aussi. Moi, en tant qu'élu, c'est mon combat, essayer de faire en sorte que sur mon territoire,
on mange bon, de saison, local, et que ça fasse vivre les producteurs du territoire. Revenons à des choses simples. Simple. Karine. Oui, puisqu'on parle de transition, je crois que c'est très important de ne pas opposer les gens. Donc déjà, les consommateurs, les consommatrices, ça c'est le truc un peu facile, en général, que l'industrie agroalimentaire, la première, dit, il faut les éduquer. Alors non. Oui, mais non. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est là, mais elle est surtout sur l'offre, en fait. L'environnement de l'offre. Quand on a 70% des achats alimentaires qui sont encore faits dans la grande distribution, vous avez raison, il faudrait simplifier l'accès, il faudrait limiter les intermédiaires, il faudrait aller vers la simplicité, c'est tout à fait juste. Tant que ça n'est pas comme ça, il faut remettre ces gros intermédiaires de la grande distribution et des géants face à leurs responsabilités. Et en ça, Christophe Brusset a raison de dénoncer les malpratiques. Mais quand on regarde le système dans sa globalité, l'idée, c'est pas seulement de critiquer. L'idée, c'est de mettre les points sur les i des responsabilités et des dysfonctionnements pour qu'ensemble, on trouve des solutions. Et donc, c'est très important qu'ensemble, on refuse la tentative de certains d'opposer agriculture, transition agricole et alimentaire et environnement et protection de l'environnement. C'est très important qu'on refuse d'opposer agricultrices, agriculteurs, paysans, paysannes et consommateurs, consommatrices. En fait, c'est tous ensemble qu'on a envie de faire société dans une transition agricole et alimentaire qu'on va choisir ensemble, où on va se respecter les uns, les unes et les autres et où on va s'accompagner. Bien sûr que quand on parle, et je suis la première avec beaucoup d'autres à défendre par exemple cette interdiction du glyphosate, pour dire le gros mot interdiction, mais on a toujours dit en accompagnant les agricultrices et agriculteurs qui ont été rendus dépendants de ces pesticides, en faisant en sorte que les importations avec des accords totalement antidémocratiques et dangereux, comme l'accord avec le CETA et le Mercosur, soient rendus impossibles et qu'il y ait des mesures de protection aux frontières. Il faut que tout soit protégé partout, dans le droit de tout le monde, et qu'on le fasse ensemble. C'est une société qui aura du sens économiquement. La souveraineté alimentaire, c'est important, mais ce n'est pas vrai qu'on a besoin de plus de pesticides et de moins de haies pour l'assurer. C'est faux. On peut le faire différemment. Faisons-le différemment dans la justice sociale et environnementale. Oui, mais là, on ne parle pas de pesticides, on parle de sanctionner ces entreprises qui fraudent la loi. Tout fait partie du même système, et d'ailleurs on voit bien qu'il y a aussi certains acteurs qui sont à la fois dans un système agricole intensif et qui ont des industries agroalimentaires. Tout est lié. Maintenant, les entreprises effectivement du milieu, on n'en parle pas assez, merci de le faire aujourd'hui, elles ont un rôle majeur. Tant qu'il y aura 70% des achats alimentaires qui passeront par eux, on a un problème parce qu'elles contrôlent trop le marché et on ne la met pas assez face à leurs responsabilités. C'est quoi la solution ? La solution, c'est déjà de les mettre eux face à leurs responsabilités. Donc, moi, c'est la deuxième fois en 2 ans que Foodwatch attaque Nestlé au pénal. Voilà. Tout simplement parce que c'est pas parce qu'on s'appelle Nestlé qu'on est au-dessus des lois. Il va falloir qu'ils le comprennent. Donc, nous, on représente presque 500 000 citoyens, citoyennes. Ça n'est que le début, ça continue à augmenter. On est 100% indépendants et on est là pour le dire. On n'a pas peur. Vous devez répondre de vos actes. L'impunité, l'opacité, ça suffit en fait. Dominique. Oui, moi je veux surtout pas faire une leçon de morale au groupe agroalimentaire. Sur mon territoire, j'ai le premier groupe confiturier français, le groupe Andros. Quand on regarde la réalité des circuits, Andros ne s'approvisionne pas du tout sur notre territoire en fruits, ou quasiment pas. Voilà. Alors, je veux pas leur jeter la pierre. Je dis, il faut qu'on construise ensemble un nouveau système d'approvisionnement de l'industrie agroalimentaire qui intègre le territoire, les potentialités du territoire. Bâtissons quelque chose de nouveau. Les systèmes alimentaires ont évolué dans les décennies à venir dans une direction qui nous amène à une impasse. Bâtissons d'autres systèmes alimentaires avec nos industries sur nos territoires. Manon. Oui, sans vouloir dire que c'était mieux avant. Aujourd'hui, les agriculteurs de territoire sont remis au cœur du débat vraiment. On voit bien avec les plans alimentaires territoriaux, la possibilité d'approvisionnement de la restauration collective, les cantines, les maisons de retraite, les hôpitaux, directement auprès des agriculteurs, c'est quand même une belle avancée. C'est quand on sait que la moitié des repas sont pris en restauration hors domicile, c'est quand même un marché qui n'est pas négligeable. Et là où l'agriculteur sur son territoire a un véritable rôle à jouer, que ce soit sur, on l'a dit, la saisonnalité des produits, leur ancrage au territoire. Enfin, je sais pas, c'est quand même, je pense que je me mets à la place d'un élève. Enfin, c'est quand même tous les midis quand on va manger à la cantine, on est drôlement plus, enfin en tout cas je l'espère, c'est beaucoup plus valorisant, mais non pas que pour l'élève, mais pour tout le monde, de manger la salade qui vient de chez Jean-Luc, j'en sais rien, moi, les haricots de chez Hélène, et la pomme en dessert de chez Jean-Michel. Enfin, mais c'est pas vrai aujourd'hui.
C'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est en construction. La construction, elle est parfois un petit peu longue, mais j'ai quand même. On y va. Il y a des avancées et les espoirs sont plutôt bons. Benoît, on t'entend pas. Non, mais si, je laisse mes collègues s'exprimer. La difficulté, c'est les logiques intégratives aussi. C'est-à-dire que quand on a des industriels qui disent nous, ce qu'on a besoin, c'est de ça, et donc vous allez acheter ce bâtiment, on va vous fournir telle génétique, on va fournir telle alimentation, c'est vous qui allez payer les amortissements de tout ça, mais on va vous acheter, c'est nous qui allons décider du prix. On voit bien qu'ils enchaînent les producteurs. Et donc on parlait de transition, on voit bien que ces logiques-là ne permettent pas d'engager les transitions. Ça les freine même sévèrement. Et si je fais le lien avec la crise qui s'exprime depuis le début du mois de janvier, on voit bien qu'il y a un lien avec le revenu des agriculteurs. Et donc, moi qui suis élu, je pense que les politiques publiques doivent aider les agriculteurs et les producteurs à sortir de ces logiques intégratives, de manière à ce que les agriculteurs retrouvent une forme d'autonomie, d'indépendance de décision, qui les sortent de ces logiques-là et qui font que ces gens-là, qui sont absolument toxiques pour le revenu des agriculteurs, mais aussi pour les enjeux du climat, de la santé et de la biodiversité, aient moins d'emprise sur le monde agricole et aider à cocher toutes les cases, celle du revenu des agriculteurs, mais aussi celle du climat, de la santé et de la biodiversité. Moi, je pense que l'entreprise a un vrai problème aujourd'hui, dans une forme archaïque. On le voit, le PDG Danone, il a essayé de changer un peu, hop, il a été mis sur la touche. Donc très clairement, l'entreprise se protège et ne protège pas forcément les agriculteurs et l'amont. Et vous avez un rôle à jouer, les agriculteurs. Karine. Mais c'est surtout effectivement ce mot d'emprise. C'est-à-dire que tant qu'elles pèseront autant sur le marché et qu'elles auront une influence telle, c'est elles qui façonnent avec la grande distribution qu'est-ce qui est mis dans les rayons, qu'est-ce qui est mis à disposition et à quel prix. Donc quand on voit qu'elles font des promos, moi dans les paniers anti-inflation, je n'ai pas vu beaucoup de produits sains. Donc quand on voit qu'en plus il y a une logique de soi-disant le bas prix, mais le bas prix pour de la malbouffe, le bas prix pour de la malbouffe pendant qu'on fait des surmarges sur des niches comme le bio. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Il ne faut pas leur laisser le pouvoir de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut revoir le marché pour qu'il y ait des alternatives, bien sûr des accès directs, aussi des alternatives pour permettre l'accès à des gens les plus précaires d'accéder à l'alimentation la plus saine. Par exemple, la piste de la sécurité sociale de l'alimentation est intéressante, mais il faut aussi remettre ces acteurs face à leurs responsabilités. Et là, l'État, il a un rôle à jouer. C'est pour ça que c'est à l'État qu'on demande d'imposer par l'Observatoire du suivi de la formation des prix et des marges la transparence sur les marges par produit. Parce que les distributeurs passent leur temps à nous enfumer en disant qu'ils font 2% de marge, mais c'est 2% au global. Donc en fait, ils font des profits indécents parce que c'est sur le volume qu'ils y gagnent. Et ces 2%, ils cachent que en 2021, c'était plus 13% sur les fruits et légumes. Et c'était par contre des déficits sur d'autres rayons. Donc en fait, il faut qu'ils rendent des comptes, il faut qu'il y ait de la transparence par produit. Parce qu'ils ont une responsabilité. Aujourd'hui, c'est eux qui rendent inaccessibles des produits les plus sains à des millions de gens. Et il ne faut pas laisser faire. Et l'État doit aussi agir. Il nous reste 3 minutes de débat à partager. L'histoire des produits réputés pas chers dans les grandes enseignes. En vérité, c'est de la concurrence déloyale. Et là, encore une fois, je prends ma casquette d'élu, parce que pour que ces produits arrivent à des prix pas chers dans les grandes enseignes, on a des politiques publiques qui supportent, à la place de ceux qui ont créé des désordres sur la santé, sur la biodiversité, sur le climat, par des politiques publiques, on supporte la réparation de ces productions-là. Et donc ça, il va falloir sortir aussi de ce mensonge qui fait que, paraît-il, cette agriculture productiviste et intensive met en marché les produits peu chers pour satisfaire les besoins alimentaires des revenus modestes. Ça, c'est une fable de laquelle il va falloir sortir et engager les politiques publiques pour accompagner une agriculture responsable à l'égard du climat, de la santé et de la biodiversité, pour lesquels on a vraiment rendez-vous avec l'histoire. Dernière prise de parole, Manon ou oui, moi, Dominique. Mon sentiment, c'est que la mondialisation et l'alimentation, ça ne fait pas bon ménage. Hein. Donc revenons à des choses simples, à des échelles plus petites, rebâtissons des systèmes plus localisés, réintégrons nos entreprises agroalimentaires à leur territoire, et ça ira déjà beaucoup mieux. Manon, il reste 1 minute. Oui, si le dernier mot il est pour moi, j'aimerais que à l'avenir tout le monde joue le jeu de la transparence. Et c'est vrai pour les clauses miroirs, la rémunération, c'est pas interdit de gagner de l'argent, mais il faut surtout pas que ça se fasse sur le dos de l'agriculteur. Moi, c'est la seule chose que je demande, de la transparence sur la totalité et pas sur le dos des agriculteurs. Bon.
Manon, merci beaucoup. Dominique, Benoît et Karine, merci d'être venus ici pour débattre de cette question. Est-ce que les entreprises manquent de moralité et est-ce qu'elles freinent les transitions? Et surtout, merci à vous. Merci Jean-Paul.